Est-ce que tout le monde a un toilette, s'il vous plaît? On visualise les molécules avec les programmes. On visualise pas. Avec juste le compas de Voilà. Ce répertoire vient du... Hein? Bien porté. Oui, n'oubliez pas, c'est pas mon cas. Donc là, on va faire en quelque sorte, c'est la pratique de ça. Donc je vais faire juste un tout petit rappel, donc c'est juste définir les étapes, donc je ne vais pas faire de cours, mais en fait définir les étapes pour voir un petit peu, pour fixer les idées, voir un petit peu l'application de quelques formules qu'on a déjà vues. Donc voilà enfin une petite photo de petite vidéo d'un catastrophe. Pourquoi catastrophe? Tout simplement parce qu'on se déplace dans les quatre directions les trois directions de l'espace. Donc vous avez cette vidéo-là. Et là, un exemple de diffractomètre dans lequel on a donc ici donc vous avez le goniomètre kappa, donc le détecteur ici. Vous avez ici, tout ça c'est le goniomètre, les rayons X arrivent par là. Donc, et les rayons X diffractés sont ici. Et là, donc vous avez le puits d'absorption des rayons X non diffractés, c'est-à-dire le faisceau direct. Et ici le cristal qui est là. Donc voilà, enfin, donc là c'est pour voir un petit peu la dimension du monocristal par rapport à tout l'appareil. C'est vraiment quelque chose de très petit. Normalement il est collé ici sur cette tige, et cette tige là c'est une tige en verre. Donc le problème, enfin ce qu'on veut, c'est à partir des tâches de diffraction, on veut aller à la disposition des atomes dans l'espace, c'est-à-dire enfin en faisant justement, vous avez le transformer dans les deux sens. Donc nous, ce qu'on dispose, on dispose d'un monocristal. Donc ce monocristal va nous donner des tâches de diffraction, et à partir de ces tâches de diffraction, notre but c'est de localiser les atomes dans l'espace. Donc tâches de diffraction là, donc, qui seront intégrées. Donc, et on verra, donc à partir de ça, on veut aller vers l'autre côté, c'est-à-dire vers la structure.
comment ça se passe? Donc on obtient un certain, donc une fois qu'on a intégré en fait ces tâches, on obtient un certain nombre de fichiers dans ce sens-là. Donc un exemple, et là ce fichier, donc on va tout simplement faire ce qu'on appelle une réduction de données et on va aboutir à cette partie ici, dans laquelle on ne garde que ce fichier-là qui contient donc des intensités diffractées. Vous avez les HKL, les plans, les intensités et le sigma. Et ce qu'on vous a donné, justement, ce sont des fichiers qui sont comme ça. C'est avec ces fichiers qu'on va travailler. Bien sûr, les réductions de données, généralement, on les fait directement à côté de l'appareil. Donc là, on passe par deux choses. Donc lorsqu'on commence notre expérience, on obtient ces fichiers-là, mais en fait, on fait un nombre restreint de photos, c'est-à-dire normalement aux alentours de 36. Et à partir de ça, on détermine, donc on fait une recherche de matrice d'orientation. Une fois qu'on a déterminé cette matrice d'orientation, c'est-à-dire on a déterminé les paramètres de masse. Arrêtez ici. Si le composé, donc là, généralement on a une base de données. Donc si le cristal est déjà connu, donc la tâche est finie, ça s'arrête là. Mais si le cristal n'est pas connu, donc à ce moment-là, on décide est-ce qu'il faut le mesurer, est-ce qu'il ne faut pas mesurer. Bon, bien sûr, si le cristal est mauvais, donc là aussi, donc là, c'est seulement la matrice d'orientation. Donc s'il y a des difficultés à trouver la matrice d'orientation, ça veut dire que le cristal est mauvais. Et là aussi, ça se limite là-bas. Donc, si on décide maintenant de faire la mesure, eh bien, on refait ces étapes-là, c'est-à-dire, donc, à ce moment-là, on a déjà la matrice d'orientation, et on va demander à l'ordinateur, en quelque sorte, de choisir les plans qu'il va faire. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle un calcul de stratégie, et à ce moment-là, dans cette stratégie, il va faire des calculs dans lesquels il va chercher les angles, enfin les images qu'il va mesurer. Une fois donc mesuré, on obtient aussi un fichier comme ça qu'on va réduire et on va avoir donc des intensités qu'il faut corriger. Une fois que c'est corrigé, on le garde. Donc, bien sûr, au début, on a un fichier dans ce sens-là qui contient les HKL, les sigma et il y a les cosinus d'orientation, les cosinus directeurs. Donc ce sont ces cosinus directeurs qui vont nous aider, enfin qui vont nous permettre de faire les corrections d'absorption. Une fois qu'on corrige aussi le rince et polarisation, et une fois qu'on aura fait toutes ces corrections-là, ben, on obtient un fichier comme celui-là, qui contient uniquement les HKL, les intensités et sigma. Ensuite, on va faire un petit test. On va faire en fait une moyenne de ces intensités et ceci, donc, ça va nous définir la qualité de nos données. Est-ce que ces qualités sont bonnes ou non? C'est-à-dire, on va tout simplement voir la relation entre les réflexions équivalentes et qui sont caractérisées par ce R inter qui doit être donc assez relativement faible. Donc une fois qu'on a ça, on a le problème de phase. Donc le problème de phase, c'est ce qui a été exposé ce matin d'ailleurs. Donc là, il fallait résoudre ce problème de phase. Il y a différentes méthodes de résolution de ce problème de phase, soit la méthode de Patterson, soit dans la méthode de Patterson, il y a aussi une autre méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'atome court. Et puis, il y a aussi la méthode directe. Donc, nous, on va traiter deux exemples. Donc là, et une fois qu'on aura résolu cette structure, c'est-à-dire résolu le problème de phase, eh bien, on va passer au calcul. On va passer au calcul, on va faire un certain nombre d'affinements, et comme vous le voyez ici, le calcul direct de la densité électronique à partir des mesures d'intensité de diffraction est possible, mais le contraire n'est pas possible. Une fois, c'est-à-dire, donc, je peux calculer mes Fourier différences, donc, et on va, à la fin,
minimiser ce facteur-là. Donc c'est ce facteur qui va définir enfin, c'est ce qu'on appelle, donc là, ça est dit ici, donc ce que j'ai écrit là, il est exprimé directement par ces deux relations-là. Donc vous avez la densité calculée, vous avez la densité observée, et on va essayer de comparer les deux, et on minimise cette différence-là, donc c'est-à-dire on va avoir le R le plus petit possible. Bon, là, j'en passe, donc ça c'est dans la résolution structurale. Donc on définit ces facteurs de reliabilité, enfin ce qu'on appelle aussi des facteurs de véracité. Il y a le R qui est donné dans l'expression précédente, et il y a ici un autre R, c'est le R white avec ce qu'on appelle un poids, c'est-à-dire on va tout simplement affecter un certain poids pour les réflexions faibles et par conséquent. C'est la manière qu'on est d'abord. Est-ce que tout le monde a installé l'OIGX? Est-ce que l'OIGX ça marche pour tout le monde? C'est là donc on va mieux faire une installation d'OIGX. Comment? Sur θ, vous voyez, donc on peut vraiment aller. Oui, ça c'est expérimental. Oui. Donc maintenant, ça c'est expérimental. C'est-à-dire, généralement pour des acquisitions mutuelles, on prend un domaine angulaire un petit peu plus élevé pour avoir plus d'informations. La résolution structurale, ça va être pas accepté dans les publics. Donc au moins 80, 90, et ça dépend aussi du temps de comptage. Lorsqu'on veut faire une acquisition mutuelle, le temps de comptage il est très très grand. Par exemple, là on peut avoir une acquisition, ça dépend des appareillages, parfois on peut faire toute une nuit ou toutes 24 heures, on démarre à 5, c'est-à-dire le départ égal à 10, et on peut aller jusqu'à 400, 120, 80. Et parfois ça dépend, par exemple, des... Si on connaît déjà la structure, par exemple, de Ah oui, même, mais il faut faire un temps de comptage un petit peu plus élevé pour que vraiment, le but c'est quoi? C'est qu'on doit avoir les intensités, vraiment les vraies intensités. Mais si on fait rapidement ou si on n'a pas un domaine angulaire, donc on ne va pas avoir les vraies intensités. Et si on n'a pas les vraies intensités, le but, comme a dit le professeur pour ça, c'est qu'on doit simuler le spectre expérimental. Peut-être qu'on va faire la différence. Donc le but à la fin, c'est qu'on va retrouver la même chose. Bien sûr, avec les paramètres qu'on va introduire. Ce qui a été dit ce matin plus haut, il y a le stade de l'Algérie. Il faut se méfier des intensités. Si jamais la préparation de la foule, il y a des orientations préférentielles. Tout à l'heure, on a montré, jamais c'est orienté dans la même direction, vous risquez d'avoir des pics plus intense, qui va influencer le résultat et qu'on peut corriger le programme. Il faut s'assurer que les orientations préférentielles n'existent pas. Et dans ce cas, on peut le corriger. C'est bon? On peut essayer d'enlever ça. Donc on fait le... Il y a le... La résine. Vous avez le... Voilà, donc vous avez... Sur l'école ici, vous avez résine. Juste là, vous avez résine. Si vous appuyez sur ici, automatiquement, vous avez la page. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, vous avez tracé le base. Est-ce qu'il n'y a pas le... Est-ce que vous avez un spectre identique que ça ou bien vous avez... c'est-à-dire le choix. Le choix d'instrument, c'est faux. Le choix d'instrument, c'est faux.
Normalement, c'est pas une fois que j'ai le seul, je vais choisir parce qu'on la n'a deuxième. pas choisi la bonne Deuxième implémentation. qui permet au logiciel de trouver le groupe d'espace. À l'époque, on cherchait, on appliquait ce que vous avez vu dans le cours ce matin-là, en regardant les conditions d'extinction ou les conditions de diffraction, et à partir de là, on extrait notre groupe d'espace. Maintenant, tout ça, elle peut être fait via le logiciel informatique. Voilà. Donc, tout le monde va y aller sur, s'il vous plaît, sur Data. Tout le monde, ensemble, s'il vous plaît, sur vos PC. Data. Voilà, tout le monde. Voilà. Et le calcul, il est là. Est-ce que tout le monde est arrivé à ce stade-là, s'il vous plaît? C'est bon? Donc, pour ceux qui ont des problèmes, ils ont qu'à lever leurs mains et comme ça, on viendra les aider. C'est bon? Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de main qui est levée, donc là, on va vous dire qu'il s'agit d'un système qui est centré, le mode de réseau de Bravais, et c'est la symétrie, donc là, le groupe portugais ou le groupe de Bravais, c'est AMS. Donc là, la classe de symétrie, donc on peut y aller sur OK. Voilà. Je suis en train de faire ces calculs. Voilà, donc il a trouvé, s'il vous plaît, voilà, donc le résultat il est là, sur ce tableau-là, donc il a trouvé les groupes d'espace suivants. Donc vous avez le groupe IMMB, IMMA, donc vous voyez ça c'est le numéro du groupe d'espace dans la table internationale de cristallographie. Donc il s'agit là de même groupe d'espace, et vous avez le groupe I2MB, IN2A. Donc déjà, quelle est la différence entre ces deux groupes d'espace et les deux autres groupes d'espace? La question, s'il vous plaît. Oui, c'est quoi? Non, regardez ici. Donc c'est le même numéro dans la table internationale de cristallographie. Ici 74, 74, 46, 46. Normalement, il s'agit de la même chose. Donc ici c'est 74, ici c'est 46. Celui-là c'est 46, celui-là c'est 46, ça c'est 74 et ça c'est 74. Tout simplement la différence entre les deux. Ici c'est un plan de glissement petit b et ici c'est un plan de glissement petit a. C'est une question d'orientation tout simplement, mais sinon ils sont les mêmes. On peut travailler que ça soit dans celui-là ou dans l'autre, dans celui-là ou dans l'autre, ou bien dans celui-là et dans l'autre. Par contre, il y a une ligne ici, 74, 74, 46, 46. La différence entre 46 et 74, c'est, donc, votre cas, dont il y a quelqu'un qui vient de le dire, là, celui-là est non centrosymétrique, et celui-là, il est prosymétrique. Donc vous avez un centre de symétrie pour le premier groupe d'espace. Donc vous savez. Oui, je crois que ça a été dit ce matin aussi dans le cours. Donc lorsqu'on ne sait pas si le groupe est centraux ou non centraux, donc lorsqu'on ne connaît pas lorsqu'on n'a pas de données sur notre composé, on travaille toujours dans le groupe centrosymétrique. Donc là, on va choisir le groupe centrosymétrique. Donc on va choisir, donc lui, il nous propose INMD, le groupe des groupes standards qui se trouve dans la table internationale de cristallographie. C'est celui-là en fait. Et l'autre, c'est son équivalent. Donc si je fais ma résolution ici, donc au moment de la publication par exemple du travail, donc on me demande de prendre le groupe standard. Donc, et de faire le changement. Donc, bien sûr, certaines revues comme Actactis, là, ils exigent de faire ce changement. Donc, comme ça, on va travailler dans le groupe standard. Donc, on va y aller sur Browse, ici. Et là, vous avez la liste des 230 groupes d'espace. On va y aller directement vers le numéro 64. C'est quoi? Voilà, c'est IMMA. Voilà, c'est ici, s'il vous plaît. Voilà. Vous cliquez. Voilà. Est-ce que tout le monde y est, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde y est? Donc là, enfin, entre parenthèses, il y a en fait plusieurs possibilités. Donc voilà, ils sont là. Mais un qui est standard, c'est le premier. C'est bon, d'accord? C'est bon? Est-ce que cette table-là,
C'est complètement. Donc c'est comme ça on détermine le groupe d'espace pour une structure. Voilà. Ça c'est l'étape numéro 1 de la détermination cristalline. Bon, vous voyez, enfin, là, il y a ici l'automatisme, mais il y a aussi quelquefois l'intervention humaine, il est nécessaire. Donc là, on est intervenu tout simplement pour faire un petit changement comme ça, mais quelquefois, donc on intervient pour changer carrément le groupe d'espace parce que, donc, ce qu'il détermine, donc, c'est peut-être à cause de quelques petites réflexions ou des trucs comme ça, donc quelquefois on est obligé l'intervention humaine est encore quelquefois nécessaire. Mais pour la plupart des cas, ça pose aucun problème, donc c'est automatique. Tout à l'heure, oralement, donc dans le temps, on fait enfin la détermination de ces règles d'extinction, on les fait à la main. Et il me propose, est-ce qu'on ne peut pas jeter un coup d'œil ici sur les fichiers? Donc là, donc, vous regardez juste au tableau. Donc là, et lui, il veut, donc il est radin, il veut faire ça avec la main. Donc on a dit, on a un I, dans I, en fait, il y a, donc ici 3 plus 1, c'est 4, ici 5 plus 1, etc., c'est bon. Abdullah, je crois que tu es satisfait, non? Donc on va prendre pour le A, c'est un peu compliqué en fait, parce que enfin il y a le A et le I. Donc vous avez. C'est dans le fichier, par exemple, des fractions de rayons X. Oui, mais ça rendra pas. Non, ils doivent être envoyés, mais le fichier point date. Si jamais vous avez sur une acquisition sur Philips, les matières CNRS de Barbat, matière pour le fichier, il fait bien les données. Malheureusement, les données lesquelles on a le problème de la poudre, et c'est le point de date. C'est une chose. Oui, la vitesse à la sur la difficulté. La vitesse à la difficulté. Tu es prêt à ton là. Il tire etc. Il n'arrivera jamais à un bon film. C'est un fichier qu'il faut demander à l'expérimental. Il faut demander l'expérimental. Généralement, il n'a pas, il ne l'envoie pas. La même chose, moi je demandais après affinement de la structure. Après l'acquisition. C'est le reste de la matière. C'est le reste de la matière avec la règle de c'est un minimum, le pas. Ces deux lignes, c'est les lignes d'appareillage. Alors, tout à l'heure, on a tracé le spectre. Lorsqu'on a un spectre, on a la loi de Wahl de désinus θ égale lambda. Qu'est-ce que je tire de un spectre Rx? La première chose, qu'est-ce que je tire? C'est les paramètres de maille. Alors, les paramètres de maille, comme vous les voyez, voici un petit A, un petit B, petit C, l'alpha, le bêta, et vous avez aussi le gamma. Donc, voici la ligne. Il y a le paramètre de maille. D'accord? Alors voici, on donne une ligne essentielle. Alors, une fois qu'on a les paramètres de maille, et bien sûr, il faut chercher le groupe d'espace pour R. Voici la ligne et le groupe d'espace, c'est indiqué. Donc je dois corriger ici par mon groupe d'espace. Ça, on le donne juste avec les paramètres de maille. On va faire l'application. C'est bon. C'est bon. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la fonction gaussien, la fonction lorenzien, la fonction pseudo-Voigt, etc. On a dit, lorsqu'on procède à l'affinement rituel, on choisit la fonction pseudo-Voigt. Où il intervient les paramètres fonction pseudo-Voigt. Vous avez le chape là, c'est ça le état. Lorsqu'on a dit la fonction pseudo-Voigt, c'est état fonction lorenzien plus 1 moins état fonction gaussienne, et bien c'est ça le facteur chape, c'est-à-dire le facteur mixage de la fonction entre gaussien et lorenzien. Donc, il doit être signalé les articles. De même, l'allure de la courbe. L'allure de la courbe, comment le référer? Sache bien où il y a quelque chose. C'est au niveau de ces facteurs U, V, W. C'est ce qu'on appelle les facteurs de Cagliotti. La fonction Cagliotti, la largeur à mi-hauteur, H est égal à racine de U. Normalement, on va introduire, au moins ça dépend du composé, parfois on peut aller jusqu'à 80 paramètres, 90, 60, ça dépend
de la composition et ça dépend de la structure, etc. Donc, mais on va essayer d'introduire des paramètres approchés. C'est pas la solution, mais il faut que les paramètres, c'est pas les paramètres, en fait, les facteurs, tout ça, que ce soit ici ou les U, tout ça, ça doit être un petit peu une solution approchée. Et on va faire rapidement. Alors, donc on a vu tout ce qui est instrumental. Qu'est-ce que je tire de spectre et la fonction utilisée. Alors maintenant, on va par exemple la première mesure. Alors, là, c'est le type d'appareillage d'acquisition que tu as fait. 0, ça veut dire l'acquisition, elle est faite avec la diffraction X. Si vous faites la 1, elle est faite par neutron. Si vous faites 3, ça veut dire que vous avez fait une acquisition avec 5 Quand il vous parle sur le de 0, 1, d'abord, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur parce qu'il y a un document qui vous explique, c'est-à-dire vous devez vous référer à la documentation, c'est elle qui va vous dire 0, c'est le réactif. Il y a un document qui vous explique ça. Et là, vous allez après, il y a des chiffres à introduire selon l'application. Le NPR. Très bon. Donc, c'est bien. Maintenant, il commence l'affinement. Il commence le cycle 1, le cycle 2. Donc, on a fait 4 cycles. Donc, déjà, ici, c'est un message qui nous dit attention, il y a quelque chose qui n'est pas content ici, il nous insulte gentiment. Donc, tout simplement en disant le unit ne coïncide pas avec le nombre d'atomes qu'on a trouvé. Donc, nous, on sait qu'on a mis dans cette ligne-là, le unit, un nombre qui n'est pas correct. Et bien sûr, tout à fait au début, donc on a 0, ça veut dire que c'est tout à fait le début, mais c'est. Donc voilà, je passe des cycles, je vais aller directement au dernier cycle d'affinement. S'il vous plaît. Oui. Le mot réflexion, Oui. il va émerger. Ça dépend donc qu'est-ce qu'on a mis comme valeur de merge. Donc, soit on fait la moyenne directement, soit ça dépend est-ce que je tiens compte de Friedel ou non. Parce qu'en fait là, on revient sur le point ins. Est-ce que j'ai mis merge 2 ou bien merge donc il doit en fait tenir compte quand même donc des équivalentes. Des équivalents. Oui. Donc là, je reviens maintenant à l'affinement. C'est celui-là. Si. C'est le dernier cycle d'affinement. Donc voici les résultats. Donc il a affiné le barium, etc. Le Mn. Maintenant, donc, sur ça, je vois déjà qu'il y a un atome qui saute en quelque sorte. On a mis un atome là où il ne faut pas le mettre. Donc déjà, on verra en fait, on va regarder un petit peu les liaisons et on verra que celui-là, donc ça ne va pas correspondre à quelque chose de réel. Donc je vais aller directement vers donc là c'est les facteurs de reliabilité, etc. Donc il me propose l'extinction. Donc là, il le propose toujours, mais normalement, lorsqu'il y a un phénomène d'extinction, on le met tout à fait à la fin. Donc pour le moment, on ne s'occupe pas de l'extinction. Donc on passe. Donc là, observez les intensités calculées avec la différence entre les deux, c'est-à-dire, donc on est encore loin de l'affinement. Loin de. Tout à l'heure, le P6. Le P6 avec 1,52 de BA. Là, c'est la distance, Donc, s'il vous plaît. ça veut dire enfin que le P6 c'est vraiment quelque chose. Donc il avait déjà dans le facteur de déplacement atomique 0,26 et on avait dit que ça devrait rien Normalement, la position atomique, C'est selon la classe de l'ordre, c'est sur donc vous appuyez sur symétrie, mais chez Artek, les positions, elles excèdent le groupe d'espace, voilà, c'est les copies. Ok. Revenus. Donc, refinement, quels sont les paramètres qu'on veut affiner? Donc, ça aussi, c'est intéressant.
Alors, on a le nombre de signes. Là, vous voyez, c'est le background littéral. Vous cliquez sur background et vous voyez les points par point qui attendent. Il a été affiné, tu cliques sur refaire ange. On ne va pas les affiner, on va dire que les meilleurs, mais il va les corriger avec les décalages qui est, ça, c'est bien, on valide avec OK. Alors après, on passe, là c'est instrumental, et vous avez l'expérimentation et là sur Cité comme là, vous voyez instrumental. Si l'opérateur attaque des données sur l'instrument, quel domaine? Alors maintenant, le coefficient 0, c'est-à-dire le décalage 0. Donc là, on va l'affiner. Il faut le cocher. Décalage à l'origine. Il y a un petit croix qui s'affiche. OK. Il a la micro-absorption. Il a des données, la micro-absorption, le CP, le TP, le profil. Le paramètre de A, on l'active, le paramètre B est affiné, le paramètre C. Et lorsqu'on a un système hexagonal, toujours l'angle 120. Toujours. Et puis le système hexagonal. C'est question mathématique. Le quadratique, non. Le monoclinique, si, mais l'hexagonal, le programme qui vous dit activer son. Sinon, les autres, les alphabets. Ah oui, voilà, il est pareil affiné. Après, vous avez les paramètres de la fonction de la largeur à mi-hauteur, les facteurs de cas biotiques. Le U, le V, le W. Après, vous avez le coefficient xi, tu l'affines et tu valides par OK. OK. L'autre, avant celle-là, qu'est-ce que vous faites? Avant celle-là, background? Oui. Avant celle-là, background. Je reviens. C'est bon. On passe là, OK. Là, d'abord, bon, c'est un petit peu l'ensemble. Alors ça y est, c'est fait. Alors, une fois ceci est fait, n'oubliez jamais save data. Si vous n'enregistrez pas ce que vous avez fait, ça c'est enregistrer. Là, c'est très important. Une fois que tu termines, tu dois passer à ce sauvegarde. Si vous n'enregistrez pas, donc ça veut dire tout ce que vous avez fait, ça ne va pas être tenu compte. Hein? Donc il faut absolument, après, à la fin, il faut s'enregistrer. Mais le fichier .pcr, vous cliquez sur maintenant, on ne va pas l'éditer, c'est déjà édité, c'est l'opération qu'on a fait. Maintenant, on va le visualiser. Cliquez sur Absolument. PCR. Juste cliquer sur PCR. Ça vous donne là. Le nom. Alors, ça dépend qu'il va cliquer et qu'il va cliquer. Qu'il est sur la droite, il est ouvrir avec bloc. C'est bon, ça c'est là. C'est-à-dire donc avec les 1, 2 et ici 2, 3. C'est bon, s'il vous plaît? Donc après, on va revenir à ce qu'avait posé mon... Donc là, j'arrive, vous alerte. Ah, vas-y, pardon. Non, il faut revenir. Le fichier .r. Et on va ajouter cette instruction-là.
Alice. Après F20. L'emplacement simulant, mais de préférence, on le met d'habitude ici, s'il vous plaît. Le programme passe. La position. On peut la mettre comme on veut. C'est bon. Donc maintenant, on va. On peut continuer, s'il vous plaît. C'est bon? Donc on va aller encore chez donc au fichier résultats, donc qui contient le détail des résultats pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qui À côté, s'il vous plaît. bon, si je regarde un petit peu C'est Amar el Akhtar. oui. Donc, je vais dire Anis, 5, save as. Savoir un R ici de l'ordre de 2%, ça veut dire que le modèle il est vraiment donc correct. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, c'est les facteurs, donc les intensités diffractées est calculée avec la différence entre là. Donc je regarde cette différence, il y a quelque chose de très important. Donc là, il y a 4, etc. C'est rien du tout. Donc c'est bien. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la synthèse de Fourier différence. Donc je jette un coup d'œil sur les distances avec l'incertitude là-dessus, ils sont bien aussi. Donc ça, c'est bien. Maintenant, sur la différence de Fourier, il y avait tout à l'heure un pi qui fait 8. Maintenant, il y a un pi qui fait quand même 2. Donc, 2 électrons. La distance, comme on avait dit tout à l'heure, il est à 0,73 de BA. Donc, ça ne peut être ni hydrogène ni rien du tout, malgré qu'il fait un 2,48. Donc, ça, c'est un reste tout simplement qui n'a aucune signification. Donc, bien sûr, Abdallah n'est pas tout à fait content avec ça. Lui, il préfère faire le calcul de densité électronique et voir de quoi ça s'agit. Bon, on n'est pas là, donc on n'a pas fait donc, ce qui fait pour un calcul de structure tout à fait. La densité qu'on a dans notre main, oui. 2 électrons qui restent. C'est-à-dire que c'est l'ondulation quelque part de la densité électronique. C'est-à-dire ça c'est léger. Ah oui, c'est beaucoup. Voilà, c'est bien. Oui. Donc je reviens maintenant à quelque chose d'autre. Ça pourrait également être des électrons qui se trouvent au niveau des liaisons entre deux atomes. Non, je ne crois pas, c'est 0,73 de BA, donc c'est vraiment trop proche de BA. C'est trop proche. BA et en liaison GDR, ça pourrait être. Oui. Donc là, Je peux vous répondre parce que lorsqu'on fait la différence de Fourier, à côté, très à côté de l'atome. Pas dans la donc on va pas parler là-dessus, enfin on va faire autre chose. Donc là, pour des discussions comme ça, donc entre chevronnés, donc là il faut quand même s'asseoir à table et on fera ça après. Bon, il y a des étudiants qui veulent apprendre quelque chose, donc on va pas il y a aussi un petit astuce aussi, donc on peut diminuer un petit peu ça si on diminue l'angle, parce que l'angle, donc si vous regardez, enfin on a mesuré jusqu'à 60. Je vais revenir maintenant à ce que posait mon camarade tout à l'heure, sur les alertes. Il y a une alerte qui est toujours là, donc c'est cette alerte-là, voilà, cette alerte qui est ici. Donc, cell contents, donc from unit cell. Donc, on peut le faire. Vous pouvez aussi également essayer les autres exemples qu'on a donnés. Donc, là, j'espère que vous avez bien profité de ça. احنا قدمناها